Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau documentaire de la web-série Les Dossiers Secrets. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une opération incroyable imaginée par les services secrets allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération devait avoir lieu directement sur le territoire des États-Unis et avait pour but de semer une peur psychologique sur son propre territoire. Après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, Adolf Hitler déclare la guerre à l'Amérique le 11 décembre 1941, soit 4 jours après l'attaque japonaise. Hitler envisage de créer une opération pour saboter des ponts, des bâtiments clés, pour semer le chaos et pouvoir s'installer une peur psychologique sur le sol des États-Unis. Nous allons donc nous plonger dans l'opération Pastorius, qui avait pour but de plonger les États-Unis dans la peur. Le 12 juin 1942, un U-boat allemand longe les côtes américaines. Son but, débarquer une équipe de sabotage pour semer le chaos aux États-Unis. Avec elle, une liste de bâtiments, de ponts à détruire. Ces Américains d'origine allemande doivent accomplir une mission pour le Troisième Reich et semer le chaos dans le pays de l'oncle Sam. Mais revenons un peu en arrière, plus exactement en 1941. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. Ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire des Américains. Le président Franklin D. Roosevelt demande avec l'aide du Congrès d'entrer en guerre contre les Japonais. Mais en Europe, Adolf Hitler, ayant signé une tripartite avec les Japonais et les Italiens, décide de soutenir son allié du Soleil levant et déclare la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941. Cette décision, bien qu'elle soit contraire à l'avis de ses officiers de la Wehrmacht, est prise dans son PC de Prusse orientale. Hitler a appris la nouvelle de cette attaque le même jour que la contre-attaque soviétique devant Moscou. Le dictateur allemand dit alors « Nous ne pouvons plus perdre cette guerre ». Hitler sous-estime la capacité des États-Unis. Il pense que leur effort de guerre va se porter dans le Pacifique, contre le Japon, et il croit qu'il gagnera en Union soviétique lorsque le conflit dans le Pacifique sera terminé. Il pense dès lors qu'il sera maître de tout le continent européen, et que personne n'osera affronter sa puissance. Hitler pense que le peuple américain ne supportera pas une guerre longue, et qu'il le privera de certaines de ses sources. Les Japonais, eux, pensent tout le contraire. Le Führer affirme à ses proches que le Reich est mécaniquement en avance, contrairement à l'Amérique. Mais les experts et les diplomates tentent à de nombreuses reprises de lui faire comprendre que c'est tout le contraire. Hitler se fâche et dit « Ce sont là des bluffs typiquement américains !» Ernst Hanfstaengl, qui connaît bien les États-Unis suite à ses études à Harvard, écrit dans ses mémoires ce qu'il a tenté d'expliquer à Hitler, lui qui était son plus proche collaborateur à ses débuts. Quel rôle pourrait jouer l'Amérique ? Il suffirait de faire sauter le canal de Panama et leur marine cesserait d'être un moyen de pression à l'Est comme à l'Ouest. Qu'est-ce que l'Amérique sinon des millionnaires, des reines de beauté, des disques stupides et Hollywood ? De là où je suis, je vois l'Amérique bien plus clairement que vous ne l'avez jamais connue. Mais Hitler, depuis qu'il est maître de l'Europe, rêve de frapper l'Amérique. Pas pour la réduire en cendres, mais pour la démoraliser et y faire régner la terreur. Comment ? En la bombardant, par exemple. Comme dans ses plans d'invasion de l'Union soviétique, Hitler fait croire qu'il est un stratège, mais en réalité, il a du mal à interpréter les cartes à petite échelle, et par la suite, son entourage va se rendre compte qu'il n'a pas la notion des distances, ni de ce que la guerre va impliquer en moyens logistiques. De vagues plans de bombardement sont élaborés à la veille de la guerre, mais personne n'y croit. Pourtant, dès les premiers mois de 1942, les ingénieurs allemands étudient un nouveau plan, un America Bomber. Dans le cadre du Aufgabe America, ce qui veut dire Mission Amérique, Messerschmitt imagine un Me-264, un quadrimoteur géant de 50 tonnes, avec un rayon d'action de 11 300 km, capable d'emporter 8,4 tonnes de bombes. Fier de ce nouveau plan, Hermann Göring se hâte de montrer les plans et les maquettes de ce projet totalement surréaliste à Hitler, qui exulte déjà de mettre New York en feu. Au grand état-major de la Luftwaffe, les officiers supérieurs dissertent doctement sur l'impact psychologique que va causer de tels bombardements, même s'ils sont limités sur la population américaine. Mais pour eux, l'impact ne sera pas immédiat. Hitler, lui, veut un impact immédiat.
En attendant ces bombardements, une nouvelle idée survient dans la tête d'Hitler. Il faut monter une opération de sabotage à travers l'Amérique, une action qui va semer la terreur chez ces Américains qui se croient à l'abri. Le chancelier convoque l'amiral Canaris, chef depuis 1935 de l'Abwehr, qui commande l'ensemble des services spéciaux militaires allemands. Depuis la création de l'OKW en 1938, l'Abwehr constitue une division en elle-même, à cause des 3 grandes armes. À ce titre, Canaris est en contact direct avec le Führer. Aujourd'hui, on se pose encore des questions sur sa fidélité et son engagement auprès d'Hitler et du parti nazi. Son patriotisme est bien avéré, mais ses services ne brillent pas par leurs résultats, surtout en comparaison des services secrets britanniques, soviétiques ou même américains. Canaris a tout d'abord été un maître dans la diplomatie. En effet, c'est lui qui a dissuadé Hitler d'entrer en Espagne, et c'est lui qui lui a déconseillé l'invasion de l'Union soviétique. Au début de l'année 1942, il ne réussit pas très bien dans le renseignement sur les armées adverses, ni dans la lutte contre la résistance qui se développe dans l'Europe occupée. Il excelle encore moins dans le montage des opérations spéciales, auxquelles le Führer attache une très grande importance. Quoi qu'il en soit, le chef de l'Abwehr présente des objections à une opération de sabotage aux États-Unis, où désormais il n'a plus de réseau depuis que Fritz Joubert-Duquesne, qui comptait 33 agents, a été arrêté à la fin de 1941. Cette histoire est célèbre dans l'histoire des États-Unis et du FBI. Elle porte le nom de Duquesne Spy Ring. Le procès se termine en janvier 1942 et les accusés sont condamnés à 300 ans de prison. Mais comme dans tout réseau d'espions, l'un des membres était un agent double. Par ailleurs, Henry Hathaway sortira sur grand écran en 1945 The House on 92nd Street, qui raconte cette histoire à la gloire du FBI. Mais revenons à notre histoire principale. Comme il n'y a plus de réseau d'espions aux États-Unis, Canaris doit se rabattre sur Ernst Wilhelm Bohle, qui dirige, avec le rang de Gauleiter, l'Auslandsorganisation, le département étranger du parti nazi. Né en Angleterre, il propose à l'Abwehr de faire appel à des Germano-Américains rapatriés depuis peu en Allemagne. Canaris n'ignore pas que Bohle a lui aussi un contact direct avec Hitler et la SS dont il fait partie, ce qui l'accuse de tiédeur. Il ne peut donc plus faire en sorte d'annuler la mission. Ce sera l'opération Pastorius, le nom du fondateur de la première communauté allemande aux États-Unis à la fin du XVIIe siècle. Le lieutenant Walter Kappe, qui appartient à l'Abwehr II, section plus spécialement chargée de l'action directe et de la guerre psychologique, est chargé de la préparation de l'opération. Le recrutement s'effectue à partir des fichiers de Bohle. Tous les volontaires sont des Germano-Américains récemment rapatriés et a priori ils sont favorables au régime nazi. Après un tri plus ou moins rapide, ils sont 8 à être emmenés le 10 avril 1942 à l'école de sabotage de l'Abwehr II, qui se trouve dans une vaste zone boisée du Brandebourg. Aucun de ces hommes n'a la moindre formation militaire, et encore moins celle de saboteur. Le seul critère qui a conduit Kappe à les choisir, c'est que ce sont des individus qui parlent anglais et qui connaissent les habitudes de la population des États-Unis. En effet, ils n'auront aucun mal à se fondre dans celle-ci, à entrer dans un bar ou prendre un bus sans se faire remarquer. 2 d'entre eux sont des citoyens américains. Le premier est Ernst Peter Burger, qui a travaillé comme mécanicien aux États-Unis et a même servi dans la garde nationale. Le deuxième est Herbert Hans Haupt, qui a passé 16 ans en Amérique. Son père avait émigré en 1923 pour trouver du travail. Le doyen du groupe se nomme George Hans Dasch. Il a été employé comme serveur de restaurant. Les autres, Eduard Kerling, Werner Thiel, Hermann Otto Neubauer, Heinrich Heinck et Richard Kerin, ont occupé des emplois modestes aux États-Unis avant de rejoindre l'Allemagne. À partir du jour où ils ont été sélectionnés, ces hommes sont retranchés du monde. Ils seront mis au courant de leur prochaine mission et ils seront dans le même temps endoctrinés. On leur inculque que c'est un grand honneur qu'on leur fait et que le Reich a besoin d'eux. Pour leur mission, ils seront grandement récompensés. Et en attendant, de larges moyens financiers vont être mis à leur disposition. Qu'est-ce qu'ils vont devoir détruire ? Ils ont décidé qu'il faudra saboter les équipements électriques des chutes du Niagara, les 2 usines d'aluminium de New York et d'Illinois dans le Tennessee, les écluses sur l'Ohio River près de Louisville dans le Kentucky, le nœud ferroviaire de Horseshoe Curve en Pennsylvanie et des voies ferrées de la Pennsylvania Railroad, l'usine de cryolite de Philadelphie, le pont du Hellgate sur l'East River à New York. 2 équipes sont constituées et l'entraînement, qui est sommaire, débute. On leur apprend surtout à manier des explosifs et on leur fait des démonstrations. Tout a l'air facile.
Capeux ne demande même pas s'il y a des questions. Il explique aux hommes qu'une fois le réseau de sabotage mis en place, il entrera clandestinement aux États-Unis, où il a été résident pendant plusieurs années, et établira son PC à Chicago, d'où les opérations seront dirigées. Il est également persuadé que les futurs saboteurs trouveront facilement leurs appuis parmi les germano-américains restés fidèles à leur mère patrie. Dépassés par les événements, déroutés par l'ambition d'un tel programme, les 8 hommes sont acheminés à l'Orient, où 2 U-boats vont les transporter jusqu'aux côtes américaines. Le doute commence à régner dans l'esprit de ces hommes, surtout avec la distribution des fonds. 50 000 $ sont donnés à chaque chef d'équipe, ce qui est en 1942 une très grosse somme. Ça équivaut à 80 000 $ aujourd'hui. Le reste du groupe aura une plus petite somme. Dash, regardant avec soin les billets qui lui ont été donnés, s'aperçoit que les liasses sont composées de billets qui n'ont plus cours en cette année de 1942. Cette erreur est aussitôt réparée, mais elle prouve que l'opération n'est pas tellement prise au sérieux. L'équipe numéro 1, qui est dirigée par Dash, est composée de Burger, Heinck et Kirin, et embarque sur le U-202. L'équipe 2, quant à elle, monte à bord du U-584. Les 2 U-boats quittent l'Orient avec à leur bord les 2 équipes de saboteurs pour semer la terreur aux États-Unis. Le 12 juin 1942, aux alentours de minuit, le U-202 s'approche de Long Island à New York. Mais il touche un banc de sable qui se trouve à 180 mètres de la rive. Il reste là de longues heures, essayant désespérément de se dégager. Finalement, les sous-mariniers réussissent à le dégager juste avant l'aube. Mais les Allemands ont l'air d'ignorer une chose très importante. À quelques kilomètres de là, à Amagansett dans le Suffolk, se trouve une station radar de l'US Navy, qui doit surveiller les mouvements des U-boats qui se rapprocheraient des côtes américaines. Mais apparemment, elle n'a pas détecté l'approche de ces U-boats allemands. Les saboteurs mettent un canot pneumatique à la mer pour rejoindre la plage. Ils sont en uniforme, car Capeux leur a expliqué que s'ils sont capturés en uniforme, ils seront traités comme des prisonniers de guerre. Ne voyant aucun danger sur la plage, ils décident de mettre des vêtements civils, mais ils perdent du temps. John C. Cullen, un garde-côte de la station radar, tombe sur eux. Il préfère s'éloigner pour donner l'alerte. Mais sa hiérarchie a du mal à croire ce qu'il dit. Les soldats allemands en train de se dévêtir pour mettre des vêtements civils sur la plage, cela sonne un peu faux à leurs oreilles. Mais ils finissent par l'accompagner pour aller voir ces Allemands qui s'habillent en civil. Mais une fois sur place, il n'y a plus personne. L'équipe de saboteurs a pris soin d'enfouir son chargement d'explosifs dans les dunes avant de disparaître. Cullen dira même que l'un des hommes a tenté de le corrompre en lui tendant une liasse de billets. En même temps, le U-202 est aperçu par une patrouille en mer, qui constate qu'il est échoué sur le banc de sable. Mais on sait que le U-boat partira avant les premières lueurs du jour. Dash et ses hommes prennent un train de banlieue pour New York, où ils se séparent en 2 groupes pour aller à des hôtels différents. Finalement, la première phase de l'opération a réussi. Il suffit de prendre ces marques avant d'aller récupérer les charges enfouies pour les mettre dans une meilleure cache. Mais dans la chambre d'hôtel, une prise de conscience a lieu. Dash partage à Burger qu'il ne souhaite pas continuer la mission. Même avec une montagne de dollars, ce plan lui apparaît complètement aberrant, et Capeux n'est plus là pour le convaincre du contraire. Burger et Dash conviennent ensemble qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour le Troisième Reich. Le lendemain, Dash décide de téléphoner au service du FBI, expliquant qu'il vient de débarquer d'un sous-marin allemand et qu'il a de très importantes révélations à faire à J. Edgar Hoover. Mais personne au FBI ne croit à son récit. Le 16 juin 1942, le second U-boat débarque sans encombre la seconde équipe de saboteurs, commandée par Curling, sur une plage de Jacksonville en Floride. Après avoir débarqué, ils enterrent leurs uniformes et leur matériel, et les membres du deuxième groupe peuvent tranquillement emprunter le quart de Jacksonville. Ils décident ensuite de se séparer et vont prendre des trains différents. Curling et Thiel prennent le train pour Cincinnati et Haupt et Neubauer prennent celui pour Chicago. Pendant ce temps-là, Dash va appeler le FBI pour raconter ce récit. Mais le problème, c'est que les services du FBI trouvent ça plutôt louche, car il parle américain sans le moindre accent. Ils pensent que c'est une mauvaise blague. Dash décide de se rendre à Washington, où il va de nouveau appeler le FBI. Cette insistance va finir par réveiller le FBI, qui dépêche 2 agents à son hôtel où les rejoint une sténodactylo. Dash fait au FBI une déposition de 254 pages, dévoilant toute l'opération Pastorius. Les 2 équipes de saboteurs qui sont arrivées grâce à 2 sous-marins et les explosifs cachés,
Il parle également du lieutenant Walter Kappe, de leur entraînement à l'école de sabotage de l'Abwehr et même de la situation militaire en Allemagne. C'est une question qu'on ne lui avait pas posée, mais les Américains sont ravis d'avoir de telles informations. Les 7 autres membres de l'opération Pastorius sont recherchés et seront arrêtés les semaines suivantes. Herbert Hans Haupt, le plus jeune du groupe, qui est né aux États-Unis, est reparti à Chicago et s'est installé dans son ancienne chambre quand il vivait chez ses parents. C'est là qu'il est retrouvé et arrêté. J. Edgar Hoover, le patron du FBI, voit une belle occasion de faire passer ses agents pour des as du contre-espionnage. Pour lui, ça lui est complètement égal d'avoir mis la main sur des amateurs qui n'avaient pas du tout le moral pour semer le chaos aux États-Unis. D'ailleurs, il se demande même si cette opération ridicule n'en cache pas une autre beaucoup plus importante. Une chose est sûre, c'est que l'opération Pastorius aura été un succès au niveau de la guerre psychologique, car les Américains se posent des questions sur d'autres opérations en cours sur le sol de leur pays. À la Maison-Blanche, Roosevelt est mis au courant de cette opération, et il donne son accord pour faire de ces hommes des exemples. Le 2 juillet 1942, il nomme une commission militaire pour juger dans le plus grand secret les 8 saboteurs. Une juridiction comme celle-ci n'avait pas été réunie depuis l'assassinat de Lincoln en 1865. Les accusés ont le droit de se faire défendre par des avocats, qui tentent de faire comprendre que les accusés n'ont commis aucun sabotage et qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'en commettre un. Le procureur général, lui, stipule que c'est grâce à l'intervention du FBI que les sabotages n'ont pas eu lieu. Il ironise son réquisitoire devant les 8 officiers qui composent le jury. Admettre les arguments de la défense, ce serait admettre que les accusés sont venus dans notre pays non en envahisseurs, mais en réfugiés. Il n'ajoute pas devant ce tribunal que les défenses américaines ont révélé quelques failles, car si la défense américaine avait été parfaite, elle aurait détecté les 2 U-boats allemands qui s'approchaient de la côte pour déposer ses saboteurs. Or, il n'ajoute rien. Pour lui, les défenses ont été sans faille. Et pourtant, ça prouve encore une fois que l'Amérique peut être touchée en son cœur sans même qu'elle s'en aperçoive. Mais on n'en fait rien. Le 8 août 1942, la commission militaire donne son verdict. Tous les accusés sont condamnés à mort, à l'exception de Dash et de Burger, qui ont collaboré avec les services du FBI. Dash sera condamné à 30 ans de prison et Burger sera condamné à la prison à perpétuité. Les 6 condamnés à mort seront exécutés sur la chaise électrique le même jour, ce qui est tout à fait exceptionnel aux États-Unis. En 1948, Dash et Burger sont assignés à la zone d'occupation américaine en Allemagne. Bien évidemment, ils ne seront pas très bien accueillis par la population allemande, qui les verra comme des traîtres à leur mission, qui ont également vendu leurs camarades au FBI. Burger décédera en 1975 et Dash, lui, décédera 17 ans plus tard en 1992. Cette opération devait semer le chaos aux États-Unis, mais le moral de l'équipe n'était pas au beau fixe, et à la première occasion, Dash n'a pas hésité à dévoiler toute l'opération au FBI, qui recevra tous les éloges pour avoir arrêté ces hommes. Mais ces hommes, quand on regarde les faits, n'ont commis aucun sabotage et n'avaient pas l'intention de commettre ce qu'on leur avait demandé. Les États-Unis ont-ils condamné ces hommes excessivement ? Ont-ils bien fait de faire d'eux un exemple pour dissuader les hommes qui oseraient commettre de futurs sabotages ? Là est la question. Mais chacun aura sa propre opinion sur ce sujet, et sur l'opération Pastorius, qui a finalement réussi une chose, semer une peur psychologique dans les services américains, qui craignaient que cette opération ne soit que le camouflage d'une autre opération en cours sur son territoire. La peur était désormais là. Comme vous avez pu le voir, le procès de ce commando allemand devait servir d'exemple pour les autres pays en guerre contre l'Amérique, pour ne plus venir sur son sol pour commettre des sabotages. Ceci était un ordre venu du président des États-Unis lui-même, Franklin D. Roosevelt. Car il le savait, certains Américains avaient peur que la guerre se passe un jour sur leur territoire, car le danger pouvait venir du côté de l'Ouest par les Japonais et du côté de l'Est par les Allemands. 6 détenus sur les 8 ont été jugés à la peine de mort. Les 2 autres, Dash et Burger, seront graciés par Harry Truman, le nouveau président des États-Unis, en 1948. Pour ce qui est du garde-côte américain, il a bien aperçu le commando arriver, mais il n'a jamais été pris au sérieux par ses supérieurs. Dans un rapport établi en janvier 1943, Victor Rothschild raconte, je cite,
Si le sous-marin n'a pas été attaqué par les forces américaines, ce n'est que grâce à la fainéantise et à la stupidité des gardes-côtes américains. Encore une fois, l'Amérique a fait montrer sa vulnérabilité et a encore une fois pensé qu'elle était intouchable et qu'aucune attaque ne pouvait être menée sur son sol. Mais d'autres opérations pour attaquer directement sur le sol américain ont été envisagées. Je vous en dis pas plus, car ça pourrait bien faire le sujet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo se termine sur ces derniers mots. J'espère que ce nouveau documentaire vous aura plu et qu'il vous aura révélé de nouveaux faits historiques qui sont souvent oubliés. Je vous remercie pour votre fidélité et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, où je mets des annonces sur la prochaine sortie des documentaires. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire qui vous plongera encore dans les secrets de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.